Tout de suite, le journal. C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue au 19h30 sur Congo 26 Télévision. Les grands titres de cette grande édition. C'est tout pour le Sature de ce journal. Place à présent au développement. Assainissement à Kinshasa, le bourgmestre de la Gombe a personnellement supervisé ce lundi 14 juillet 2025 l'opération du désengorgement de l'avenue Montabor entre l'avenue du 24 novembre et du Haut Commandement. L'opération dénommée Balabala Eza ONZT cible les marchés pirates, les kiosques et les hangars érigés le long de l'avenue. Les tenanciers de ces points de vente, mécontents, affirment qu'ils payent régulièrement la taxe. Tony Nzolameso et Chief Mosei sont témoins de cette action. Une journée décisive pour l'autorité municipale de la Gombe après plusieurs mises en garde. L'objet poursuivi à travers cette opération est de tenter de désengorger les emprises publiques envahies par des activités commerciales et constructions anarchiques dans sa juridiction. Léopold Manzambizola, accompagné de quelques éléments de la police nationale congolaise, a dirigé l'opération dénommée Balabala Eza ONZT. L'avenue Montabor, première cible, a vu ses kiosques, hangars et marchés pirates être détruits. C'est pour justement exécuter les ordres de la hiérarchie qui nous a donné un travail pour dire que nous devons dégager tout ce monde qui vend dans la rue parce que la rue n'est pas un lieu pour vendre. La rue, la chaussée, c'est pour que les gens roulent, c'est pour que les gens marchent. Mais quand vous obstruez la chaussée en vendant comme ça, ce n'est pas salut. C'est pourquoi il y a une opération qu'on appelle opération Balabala Ezali ONZT. Mécontent, le tenancier de ces points de vente, qui affirme payer régulièrement la taxe, qualifie l'action de barbarie. L'État, il faut atteindre des mesures d'encadrement pour les jeunes entrepreneurs parce que tous les documents avant tout ça, autorisation à titre précaire. Soit encadrer pour la propriété, moyen de la propriété pour qui est payé ezalaka. Au lieu de ça tenir compte de ces documents, nous sommes sur la taxe à commune toujours fouta. C'est pas encourageant vraiment. Oh bah au sala oh ils ont mabé makasi parce que n'est pas au sala boye. Lancé il y a quelques mois, l'opération Balabala Eza ONZT, dont la sensibilisation est en cours, est une solution pour le désengorgement des avenues dans les différentes municipalités de la mégalopole Kinshasa, a affirmé l'autorité municipale de la Gombe. Une délégation des pasteurs américains du Bureau de la foi de la Maison Blanche a été reçue dimanche par le président de la République, conduite par le pasteur Travis Johnson. Ces pasteurs qui conseillent le président à la Maison Blanche ont salué l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda signé sous l'administration Trump. Ils ont adressé des prières à Dieu pour la paix en République démocratique du Congo. Ces pasteurs américains font partie du Bureau de la foi de la Maison Blanche. Présents dans la capitale congolaise depuis le 10 juillet dernier, ils sont venus rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui faire part de leur accompagnement spirituel au peuple congolais. Conduite par les directeurs adjoints du bureau de la foi de la Maison Blanche, le pasteur Travis Johnson, cette délégation a échangé pendant plus d'une heure avec le chef de l'État.
La délégation américaine s'est félicitée de la signature de l'accord conclu entre la RDC et le Rwanda sous l'égide de l'administration américaine. Premièrement, c'est un privilège. Premièrement, de représenter Jésus et le royaume de Dieu. Nous sommes juste des pasteurs. Nous sommes juste des pasteurs. Nous sommes vraiment très heureux de voir cet accord de paix qui a été signé par le président Trump entre le Rwanda et la RDC. Nous prions à côté du peuple congolais pour que la paix règne. Parfois, les gens disent que les chrétiens ne devraient pas s'impliquer dans la politique, mais j'aimerais leur rappeler que Jésus est le prince de la paix. Le pasteur Jacques Kambala, membre du comité d'organisation, a loué la diplomatie religieuse entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Nous avons pu avoir avec nous les pasteurs Travis Johnson et toute son équipe qui sont de ce qu'on appelle le bureau de foi de la Maison Blanche, qui est en train de conseiller stratégiquement, spirituellement le président Trump pour prendre de bonnes décisions pour la paix dans le monde. Et voilà, nous demandons à tous les Congolais de rester en prière, mais d'agir activement à l'avantage de la paix pour notre pays. Ne cédons pas à la distraction de certains hommes qui parlent mal des accords parce que les accords mettent en mal des stratégies démoniaques. Avec le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ambassadeur et nous, comme serviteurs de Dieu et conseillers du chef de l'État, nous travaillons activement à cette diplomatie religieuse qui a un peu plus de force, de puissance pour asseoir la paix que nous avons recherchée durant plus de 30 ans. Le pasteur américain a remis le présent symbolique au chef de l'État, notamment une pièce présidentielle représentant l'héritage de foi en Dieu pour la paix au Congo, une lettre écrite par une orpheline de 12 ans à Goma et une Bible. Après cette séance de travail, ces hommes de Dieu ont pris la direction du Palais du Peuple pour une prière. L'Assemblée nationale a adopté la loi sur l'aménagement du territoire, du reste promulguée par le président de la République. Cette décision marque une étape importante pour la planification et la gestion de l'espace national en République démocratique du Congo. Cette loi va désormais garantir la mise en œuvre cohérente de la politique nationale de développement et des politiques publiques à travers le pays. Elle remplace un ancien décret datant de 1957 et introduit un cadre réglementaire moderne et adapté aux défis contemporains. Pour plus de précision, Tonine Zolamessou a recueilli l'avis d'un professionnel du secteur. Votée à l'unanimité par les élus nationaux, la nouvelle loi vise à garantir une mise en œuvre cohérente de la politique nationale de développement et des politiques publiques sur l'ensemble du territoire national. Elle établit des directives claires pour la centralisation des données provenant des diverses sources ainsi que pour la réalisation d'études économiques, sociales et environnementales. Un motif de satisfaction pour Guilhem Moukassa, président national de la Fédération des ingénieurs géomètres et topographes de la République démocratique du Congo. Donc le gros de la loi, nous sommes très contents d'avoir que aujourd'hui notre Parlement ne passe pas seulement outre pour voter des lois qui ne cadrent pas trop avec les pays, mais nous parlons maintenant de développement. Avec la loi ici, nous pouvons parler infrastructure, nous pouvons parler aménagement du territoire, nous pouvons parler urbanisme, nous pouvons parler recherche scientifique avec des limites de la République démocratique du Congo. Pour cet ingénieur en bâtiment et travaux publics, cette nouvelle législation est essentielle pour mettre à jour et moderniser les décrets du 20 juin 1957 sur l'urbanisme, devenu anachronique au regard des évolutions intervenues dans le pays en matière d'organisation politique, administrative, territoriale et dans les autres secteurs de la vie nationale. L'électricité en République démocratique du Congo aujourd'hui a des failles, c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment cette bonne politique-là de gestion de territoire. Et aujourd'hui, on va bien gérer nos territoires, c'est-à-dire s'il faut donner l'électricité dans une ville, on doit savoir dans quel territoire est tel territoire. Nous avons des problèmes de zones à chaque fois qu'on est en train de faire la planification, qu'on ne sait pas c'est quelle zone qui est réservée pour ce qu'on appelle résidentiel, quelle zone qui est réservée pour ce qu'on appelle industriel ou agro-pastoral. Mais aujourd'hui, par rapport à la loi et les projets qui accompagnent la loi, nous pensons que nous allons avoir vraiment de bonnes choses sur le développement de notre pays. Selon cet expert immobilier foncier, la loi sur l'aménagement du territoire votée ces jours aura l'avantage d'influencer plusieurs autres secteurs. Quand on a une loi sur l'aménagement du territoire, il faut associer directement les ministères des Affaires foncières avec la loi politique qui était déjà aussi, qui a pris l'allure, mais il y avait un petit souci avec le ministre à l'époque, c'est Mme Akassia qui est en train d'apporter la loi. En fait, cette loi-là
qu'on devait enlever la partie qu'on avait dit qu'un étranger peut avoir la terre pour 100 ans en République démocratique du Congo. Il faut retourner ça à la concession perpétuelle qu'on avait dit qu'il faut 25 ans renouvelables de la loi. C'est-à-dire, si nous avons la loi sur la PENAT, la loi sur la politique de l'aménagement du territoire, nous avons la loi foncière et nous devons aussi avoir la loi sur l'urbanisme. Mais dans l'ensemble, nous, sur au fait, l'aspect social et technique, en tant que technicien, je dirais que prochainement, s'il y a un gouvernement, il faut retourner les 3 ministères ensemble pour qu'il y ait un bon travail de fond. La loi a été adoptée par une majorité écrasante, soit 285 députés sur 287 présents. Le vote de 20 articles de la loi aménagée s'est déroulé main levée, validant ainsi les résultats du vote. 2 ans déjà depuis l'assassinat de Chérubin Okende, acteur politique, ancien ministre de Transport, voie de communication et désenclavement et ancien député national. La victime a été retrouvée sans vie à bord d'une Jeep sur l'avenue Pont-à-Lourd à Kingabwa le 13 juillet 2023, le corps criblé des balles. La quête de la vérité sur les circonstances de sa mort se poursuit. Patrick Leconi. Pour ce 2e anniversaire marquant l'assassinat de Chérubin Okende Singa, dont les circonstances jusqu'à présent jamais élucidées, de voix continuent de se lever pour réclamer justice en faveur de l'opposant à Joseph Kabila. Aucune lumière sur sa disparition tragique, sinon les conclusions de la justice évoquant un suicide. Ici, il faut dire que la justice congolaise a laissé la famille biologique du député honoraire et la communauté nationale sur leur soif. Le flot reste entier autour du crime, à l'instar de celui commis sur Chebeya, les défenseurs des droits humains morts tragiquement dans l'enclos de l'inspection générale de la police nationale congolaise à Kinshasa. Chérubin Okende est parti, laissant en sa qualité de père de famille une veuve et des orphelins. Que de plaintes et messages en faveur de la justice pour ces fils du pays, sans contestation, éliminés à cause de son engagement politique à faire du Congo un état de droit. À la question de savoir qui a tué Okende, le mode opératoire du crime laisse planer le flou. Un secret de Dieu lorsqu'aucune piste explorée ne laisse transparaître la vérité. Selon une version plausible, le proche de Moïse Katumbi aurait été aperçu pour une dernière fois peu avant son achèvement devant la Cour constitutionnelle, qui a organisé ces crimes hontés et odieux. La terre des humains est une réserve de surprises quotidiennes, disait un auteur célèbre. Ex-ministre de Transport, démissionnaire quelques mois avant sa mort crapuleuse, Chérubin Okende aurait-il commis un péché de lèse-majesté pour mériter les châtiments suprêmes? Tant de questionnements sans réponse exacte. Le temps est le meilleur allié. La réponse, c'est peut-être quand le ciel le vaudra dans 10 ans, 20 ans. Dieu seul sait. Au Cameroun, annonce fracassante dimanche 13 juillet 2025 de la candidature de Paul Biya à sa propre succession pour un 8e mandat d'affilée. Au pouvoir d'État depuis 1982, l'actuel président camerounais est âgé de 92 ans et connaît de plus en plus de problèmes de santé. Successeur d'Ahmadou Ahidjo en 1982, Paul Biya préside aux destinées du Cameroun depuis 43 ans. Un âge, une vie. Le chef de l'État, visiblement affaibli par le poids des années de vie sur la terre des humains, annonce sa candidature pour un 8e mandat de 7 ans, alors que physiquement aussi, rien ne répond plus aux normes. Né en 1933, l'ancien premier ministre de son prédécesseur, Paul Biya, ne peut normalement se frotter les mains du social de son peuple. Le Cameroun, c'est aussi cette Afrique absente du concert des nations. Face à ces tableaux peu luisants, le chef de l'État, déjà à la marche des tortues, devrait être animé par la volonté de lâcher en faveur d'une nouvelle génération politique formée à l'amour de la patrie par lui. Hélas, le régime au pouvoir d'État depuis 43 ans au Cameroun est sans bilan digne à présenter. Et pourtant, l'un des doyens des présidents africains refuse de mourir physiquement et politiquement par absence de contraintes, même naturelles, sûrement. Paul Biya cherchait-il à mourir comme chef de l'État en fonction pour de funérailles dues à son rang? L'hypothèse n'est pas écartée. Sauf que le Cameroun et son peuple lui réclament développement au regard de la longévité de ses fonctions politiques, autant que les Français vis-à-vis de leur chef. Ceci étant, l'Afrique dans son ensemble meurt d'envie de se trouver un modèle différent de Paul Biya, assuré de sa victoire controversée le 10 octobre prochain.
L'ancien président nigérian Muhammadu Buhari est décédé dimanche dans une clinique londonienne à l'âge de 82 ans, a annoncé sa famille. Ancien chef militaire dans les années 80, Buhari a ensuite dirigé le Nigeria comme président civil de 2015 à 2023. Connu pour son autorité, il s'était présenté comme un démocrate converti après son retour au pouvoir par les urnes. L'ex-président s'était rendu au Royaume-Uni en avril pour un examen médical de routine, mais il est tombé malade par la suite. La cause de sa mort n'a pas encore été révélée, mais des spéculations ont circulé sur la mauvaise santé tout au long de ces 8 dernières années au pouvoir entre 2015 et 2023. Transfert football en France, le portier international congolais Lionel Mpassi, 29 ans, quitte Rodez après plusieurs saisons solides en Ligue 2 pour élever un nouveau défi en Ligue 1 cette fois-ci sous les couleurs du HAC, club ambitieux et historique du football européen et français. Un renfort de taille pour le Havre qui cherchait à se renforcer dans les cages et une belle vitrine pour Mpassi à l'approche des échéances importantes avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Détail dans ce récit d'Ebenezer Bwangawena Moyo, rendu par Carlos Lofaka Nzembo. Salut tout le monde, c'est Lionel, je suis bien arrivé, je suis très content d'être ici, j'espère qu'on va faire une grosse saison et allez les ciels et marines. Formé au Paris Saint-Germain, Lionel Mpassi avait rejoint l'effectif de Rodez le 11 juillet 2016. Après 9 années au club, les deux parties n'ont plus réussi à s'attendre sur certains points, malgré les 20 matchs qu'il a disputés la saison dernière. Il a quitté Rodez le 30 juin dernier. Les gardiens congolais n'ont pas tardé de rebondir. Il s'est rapidement engagé avec Havre Athletic Club pour un contrat courant jusqu'en juin 2027. Lionel Mpassi retrouve ainsi Moridiaï, qu'il avait courtoyé à Rodez à la saison dernière. Ces Deneo Akman, partageant d'ailleurs plusieurs points communs, tous deux sont originaires de la région parisienne et sont passés par les centres de formation du Paris Saint-Germain, mais c'est au Toulouse FC que Lionel Mpassi a signé son tout premier contrat professionnel. Après une saison sans club, Lionel Mpassi avait rebondi à Rodez en 2016. Découvrons d'abord les nationales, puis la Ligue 2, s'imposant dans l'équipe première après les départs d'Acture Demas. Après 9 saisons passées sous le maillot de Rodez, le voilà désormais. Akman, le Congolais de 30 ans, portera le numéro 77. Cette annonce réjouit le supporter congolais qui espère voir leur talent briller au sein du championnat français. Sa signature marque une étape importante dans sa carrière et promet de renforcer l'équipe du Havre pour la saison à venir. Restons avec le football international. Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, a été battu par le club anglais de Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs hier dimanche 13 juillet 2025 par un score de 3-0. Cette défaite en finale du mondial de clubs de la capitale française vient de déchirer son certificat d'invincibilité cette saison dans toutes les compétitions confondues. Trésor Cornet Tambi, Yikoma pour les commentaires. Le grand favori de la finale de la Coupe du Monde de club est tombé. Paris Saint-Germain a cédé face à Chelsea par un score lourd de 3-0, obtenu facilement par les Anglais. 4e de Premier League et lauréat de la Ligue Europa Conférence il y a quelques semaines, les très jeunes bleus sont le premier à inscrire leur nom au palmarès de cette nouvelle coupe. Méconnaissable, le joueur de Luis Enrique visait la perfection. Il manque l'occasion de remporter un 5e trophée au terme d'une saison qui reste historique, avec la Ligue 1, la Coupe de France, le trophée de la Ligue des Champions. Historique, mais qui se termine donc sur une mauvaise note. C'est Chelsea qui donnait les tons. Le premier club à remporter ces titres de champion du monde qui a réuni cette fois-ci 32 clubs issus des 5 continents. Fin de la Coupe du Monde des clubs, fin de ce journal. Je vous rappelle ses principaux titres.